angle. Grand angle. Sur RCI. RCI midi 45, la violence conjugale est au cœur de notre grand angle ce lundi. Et nous allons en parler d'un autre point de vue, celui d'un homme qui a souffert sous les coups et les humiliations de sa compagne. Maxime Gagé, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir parmi vous. Vous êtes l'auteur d'un livre paru en 2015, Ma compagne, mon bureau. Et vous êtes en Martinique pour participer à l'invitation de l'association Machoquette à la Journée internationale de l'homme qui va justement évoquer ces questions des violences conjugales. Alors c'est vrai que généralement, et on en parle beaucoup en ce moment avec le Grenelle des violences, on cible forcément les femmes, puisqu'elles sont à 80%, même plus que ça, un peu plus de 80% victimes de ces violences commises par des hommes. Mais il y a aussi, le reste, ces hommes qui sont eux victimes de violences par leurs femmes, leurs compagnes. C'est votre cas. Et vous avez décidé d'écrire ce livre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'abord comment est-ce que vous êtes décidé à poser sur le papier les mots par rapport à ce que vous avez subi? Bien, voilà une excellente question. Pour expliquer donc cela, il faut revenir donc aux sources, à savoir quand j'ai commencé tout doucement à pouvoir évoquer les choses après avoir porté plainte. Et j'ai entrepris des recherches personnelles pour essayer de comprendre, c'est-à-dire quelques réponses, au moins sur la myriade de questions qui venaient en flot continu. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun écrit en la matière. Il n'y avait aucune, si ce n'est quelques témoignages sous X sur Internet, mais très rares. Il y avait aussi quelques sporadiques livres qui traitaient la question sur un plan purement théorique, mais il n'y avait pas vraiment de témoignages à part entière. Et ce qui était au départ une thérapie écrite est devenu un roman à part entière, et c'est grâce à l'aide d'un journaliste documentaliste, donc Cyril Danvers, que je salue très affectueusement, s'il peut nous entendre, que j'ai pu connaître à la fois le docteur Alain Legrand, donc il m'a suivi pendant un temps non négligeable pour ressortir donc la tête hors de l'eau et pouvoir apposer des mots sur ce que je ne pouvais expliquer en cet instant. Et également, j'ai pu faire la connaissance de monsieur Yves Michalon, qui allait très vite devenir mon éditeur à part entière. Alors, c'est vrai que c'est tabou, d'une manière générale, la violence conjugale. Les femmes elles-mêmes ont du mal à en parler, bien souvent. Oui, mais pour un homme, on a l'impression que c'est encore plus dur. Alors, c'est plus dur. Oui, tout à fait. Parce qu'on ne l'explique pas. On se dit, mais comment un homme peut déjà être sous la coupe comme ça d'une femme, subir des coups, ne rien dire, voire même ne pas riposter? Oui, exact. Et là, c'est une problématique qui est entière. En ce sens où tout un chacun a en soi l'image stéréotypique de l'homme fort en dualité avec la faible femme. Mais je serais tenté de dire autre temps, autre mœurs. Ce qui était peut-être éventuellement vrai et général à une époque ne l'est plus le jour d'aujourd'hui. Il faut complètement reconsidérer la question de la position de l'homme et de la femme au sein de la société. Puisqu'une femme peut tout à fait, en cas d'agression, peut tout à fait rendre les coups, au moins de manière égale. Et par rapport à un homme, la situation est à ce point complexe, en ce sens où, à partir du moment où un homme vient à être attaqué, de par sa fonction, on va dire, darwinienne, qui est de protéger idéalement le foyer, à partir du moment où le danger vient de l'intérieur, là, il y a ce qu'on peut appeler en termes informatiques un conflit d'information. C'est-à-dire que, d'un côté, il doit protéger le foyer et tous ses membres de toute agression, mais à partir du moment où c'est des membres même du foyer qui vient à l'agresser, par conséquent, il y a un blocage complètement. Il y a aussi une autre chose à prendre en considération, c'est que si l'homme vient à se montrer violent en riposte, au moins sur un plan, on va dire, égal en termes de puissance, pour au moins tenir en respect son agresseur, donc il risque malheureusement de laisser des marques et cela va se retourner contre lui, par rapport aux actions même de la justice. Il y aura donc des marques et par conséquent il sera condamné. Donc par conséquent il y aura double peine par rapport à ça. Mais vous dites dans votre livre que j'ai lu que en fait vous n'avez pas été éduqué à frapper une femme. Pour vous c'était hors de question à la base. Et là j'aimerais qu'on revienne il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans vous sortiez tout juste de ce terrible périple. Enfin je sais même pas comment l'appeler. C'est une horreur, pendant 1 an et demi, sous la coupe de cette femme. Est-ce qu'avec le recul, vous êtes capable de nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation, à ne rien dire, à ne rien faire, à garder le silence? Eh bien, par rapport à ça, il y a une part de gêne terrible par rapport à la situation, et surtout une part de honte. Et ce qui m'a permis, entre autres, de pouvoir franchir le pas, c'est de simplifier en fait la problématique, en partant sur un principe non sexué. Si je pars du principe que l'on peut toujours se faire battre par plus fort que soi,
quelle que soit la nature même de l'agresseur. Par conséquent, cela simplifie drastiquement la situation et cela permet donc de pouvoir évoquer plus facilement les choses. Même si, effectivement, évoquer ces faits-là, de par notamment leur violence, et il est vrai, assez délicat, voire difficile à faire par moment. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, il faut en parler. À partir du moment où l'on garde le silence, et je vais peut-être paraître un peu dur dans mes propos, si l'on garde le silence, cela équivaut, d'une manière indirecte, à donner son aval à l'auteur et lui permettre de continuer non seulement à agir, mais également se trouver d'autres cibles, entre guillemets, et de continuer encore et encore et encore. Donc, si toute personne qui est plongée dans cette situation ne veut pas parler pour elle-même, il est vraiment, je ne saurais que trop recommander à ces personnes-là de parler pour au moins protéger les futures potentielles victimes. Il faut absolument neutraliser justement ces personnes hautement toxiques. J'insiste là-dessus. Mais je parle de tout ceci sur un plan, disons, plus universel, puisque ma position n'est pas spécifiquement masculine. Le problème est le même du côté masculin comme du côté féminin. On entend que vos mots, effectivement, s'adressent aux deux, aux femmes et aux hommes, à tous ceux qui nous... C'est une pratique humaine. Et je pense que les débats se trompent complètement de cible, entre guillemets, et de cap, puisqu'à l'heure actuelle, par rapport au débat, notamment politique, il est à chaque fois toujours question des femmes en tant que victimes. Et bon, c'est par rapport aussi à l'image d'Épinal qui voulait, comme je l'expliquais tout à l'heure, que la femme soit fragile et l'homme fort. Donc il y a une prévictimisation en fait en amont par rapport à cette même image. Maintenant, ce que je propose, c'est de réélever le débat au niveau de l'être humain. Exit les étiquettes. Et là, on va carrément rentrer dans le vif du sujet. À savoir, c'est une problématique humaine et elle doit être traitée en tant que telle. Ce n'est pas un genre ou l'autre qui est à prendre en cible. Avant tout, ces auteurs qui sont à peu près à part égale du côté tant masculin que féminin. Donc, je dirais presque bon là, je vais employer un terme militaire, presque une frappe chirurgicale, en fin de compte. Alors c'est vrai que vous vous êtes adressé aux victimes, hommes et femmes, et si vous devez vous adresser aux auteurs, il y en a peut-être qui nous écoutent là justement aujourd'hui pour qu'ils puissent éventuellement comprendre ce que vous avez pu vivre, vous et toutes ces personnes victimes donc de ces violences, de ces humiliations, de ces séquestrations, du fait aussi qu'on a vidé votre compte en banque en utilisant vos cartes bancaires. Tout à fait. Par rapport à cela, si je pouvais dire quelque chose aux auteurs, ce serait déjà d'ouvrir leur esprit et de comprendre la portée et la gravité de leurs actes. Puisque là, on peut clairement parler, dans certains cas extrêmes, d'actes de torture, comme ce que j'ai pu subir. Bon, j'ose espérer que cela n'aille pas jusque-là, mais à partir du moment où il y a une violence verbale, il ne peut plus être question de relation de couple, mais au contraire d'un rapport dominant-dominé, ce qui n'a plus rien à voir, en fin de compte. Alors vous vous en sortez grâce notamment donc à un geste. Enfin, il y aura à un moment donné une main qui va se tendre et qui va vous permettre de vous extraire de cette situation. Et derrière cela, il y aura également dépôt de plainte, procès. C'est-à-dire que vous êtes vraiment allé au bout d'une procédure. Est-ce que ça vous a permis quelque part de vous reconstruire, puisqu'il y a eu la reconstruction physique, puisque vous avez subi plusieurs opérations chirurgicales. Oui. Voilà, c'est ça, notamment votre nez complètement écrasé qu'il a fallu réparer complètement. Le cartilage central qui s'appelle sur un plan technique le septum était complètement réduit en bouillie. Et il a fallu que je passe par une ponction costale, donc par une autogreffe, pour refaire, entre guillemets, la pièce de rechange. Ça a été exactement la même chose pour mon oreille gauche, qu'il a fallu reconstruire, en tout cas sur la partie extérieure, de A à Z. Et donc, notamment. Voilà, donc il y a la reconstruction physique, mais également la reconstruction mentale. Vous êtes toujours Exactement. Dans ce schéma-là aujourd'hui, en dépit du fait que vous avez eu, comme je le disais, toutes ces étapes, le procès, la condamnation de cette femme également. Et ce sont des étapes extrêmement importantes, à savoir la reconnaissance de la société du statut en tant que victime de ces actes. Ce qui n'est malheureusement accordé qu'à très peu de personnes, indifféremment hommes ou femmes. Et là, il y a, je pense, une prise de conscience nécessaire et capitale par rapport notamment à la justice. Puisque, grosso modo, bon, je vais vous utiliser une image qui peut peut-être prêter à faire sourire, mais quand on essaie d'enfoncer une pointe de Paris dans une poutrelle, on ne prend pas un marteau de cordonnier. On prend le marteau le plus solide et on cogne jusqu'à ce que ça rentre. Et là, la justice utilise un marteau de cordonnier. Donc c'est très insuffisant. Elle n'est pas outillée pour ça. Et donc aujourd'hui, quel serait en tout cas le message que vous allez délivrer aux personnes que vous allez rencontrer ici en Martinique, où on sait que la violence conjugale est quand même à des taux très élevés. On a encore récemment eu des faits qui laissent à penser qu'il y avait effectivement des cas de violence conjugale. Effectivement, et ces cas peuvent être extrêmes.
Je serais tenté d'évoquer plusieurs choses par rapport aux victimes. Déjà, pour commencer, ne restez surtout pas dans le silence. Je veux bien croire qu'il peut y avoir une question peut-être de fierté, d'honneur ou de gêne terrible, voire de danger, puisqu'il y a toujours le risque qu'il y ait des représailles. Maintenant, il y a, notamment au niveau de la police, il y a un système qui est en place, qui certes est humain, donc perfectible, mais qui existe. Donc, n'ayez pas peur d'en parler, tant aux forces de l'ordre ou auprès de vos proches, auprès d'amis ou autres, mais ne restez pas dans le silence, de grâce. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les personnes qui potentiellement pourraient être elles aussi des victimes. Donc, il y a là, je dirais, une nécessité collective. Il est vraiment urgent de neutraliser ces personnes hautement toxiques et dangereuses. Et c'est pour cela qu'il est vraiment très très important de parler. Maintenant, si cela, comme je l'évoquais tout à l'heure, si cela peut aider à délier les langues, dites-vous bien qu'il y a eu un avant par rapport à cette situation, il y a eu malheureusement un pendant et il y aura nécessairement un après. Ça ne dépend que de vous de changer votre étoile. Et vous aujourd'hui, vous êtes comment, Maxime Gagé? Vous vous sentez aujourd'hui, comment? on peut me considérer comme complètement émancipé, puisqu'avec une vision beaucoup plus élargie de la situation. Comme je l'évoquais il y a quelques instants, je ne prends pas spécialement en considération exclusive le côté masculin, je fais un tout global. Puisque le Et problème, vous avez pu retrouver quelqu'un d'autre à qui vous pouvez faire confiance aujourd'hui dans votre vie? Disons qu'il y a quelques pistes, mais je préfère par prudence rester sur certaines affaires. L'avenir le dira. Maintenant, tout est une question de relations humaines et on verra par la suite. Merci beaucoup, en tout cas, Maxime Gagé, d'être venu nous parler de votre combat, de votre livre également, Ma compagne, mon bourreau. Merci à vous. Merci à vous.